Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue particulièrement à ceux qui ont bravé le prix de l'essence, les barrages, pour accéder au Théâtre de la Criée qui accueille cette 25e édition. Ce n'est pas rien, des rencontres d'Averroès. Il a fallu 25 ans donc, pour qu'on puisse enfin parler de sexe aux rencontres d'Averroès. Hier, la discussion était centrée sur la manière dont les textes profanes et sacrés, théologiques ou juridiques, ont pu constituer des socles pour définir les relations entre les sexes en Méditerranée. Et ce matin, on va s'intéresser plus particulièrement à la manière dont certains imaginaires, certaines valeurs ont pu également façonner ces relations. Alors, pour en discuter, comme d'habitude, 4 invités par ordre d'apparition, ou je ne sais pas encore. Geneviève Fraisse, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe. Alors, il va falloir parler dans les micros, je vous préviens déjà, je vais vous poser des questions, on ne va pas faire à me regarder. Vous êtes philosophe, historienne de la pensée féministe, colporteuse, on reviendra sur ce mot du féminisme. Vous avez été aussi déléguée interministérielle aux droits des femmes et députée européenne. Je cite quelques-uns de vos ouvrages, pas tous parce que ça nous prendrait 15 minutes montre en main. La sexuation du monde, alors c'est un bon concept mais difficile à prononcer. Vous aviez fait auparavant un livre en 2014 sur les excès du genre qui, je crois, va être republié, et un livre en 2007, on peut citer Du consentement, puisque vous allez en parler, qui a été republié l'an dernier. À vos côtés, Ouria Abdelwahed, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, traductrice, maître ou maîtresse de conférences, c'est selon, à l'université Paris Diderot. Votre dernier ouvrage paru au Seuil en 2016 était consacré aux femmes du prophète, et on peut citer auparavant l'ouvrage que vous aviez fait avec le poète Adonis sur violence et islam, ainsi qu'un livre régulièrement republié par les presses universitaires de France consacré aux figures du féminin en islam. Je me tourne vers Nadia Tazi, bonjour. Ancienne directrice de programme au Collège international de philosophie, et les éditions Actes Sud viennent de publier sous votre plume un ouvrage qui fera sans doute référence, Le genre intraitable, politique de la virilité dans le monde musulman, dont on va avoir l'occasion de reparler. Et je finis avec Gianfranco Rebuccini, bonjour. Anthropologue, chercheur associé à l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain de l'EHESS, spécialiste notamment des questions de genre et de masculinité au Maroc. Alors j'avais envie de commencer avec une question liminaire que je vous poserai à tous les 4. Est-ce qu'on peut, je commence avec vous Nadia Tazi, est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut repérer des imaginaires dominants, des valeurs structurantes dans les et propre, spécifique au monde méditerranéen, sans immédiatement verser dans les clichés? Je crois qu'il faut précisément, sur des questions de genre en particulier, se méfier des clichés. Et moi, je voudrais d'abord vous parler des masculinités, qui sont mon sujet en particulier. Et à cet égard, je voudrais d'abord distinguer le masculin du viril, au niveau des valeurs. Alors, le masculin, c'est la note majoritaire, c'est le mainstream, comme on dit. C'est-à-dire, c'est ce qui renvoie à une espèce un croisement qu'on rencontre dans la philosophie classique et qui persiste aujourd'hui entre la pensée grecque, et en particulier Aristote, d'un côté, et le Coran. Et ça se traduit par l'idée de juste milieu, de mesure, de modération, de décence. Le mot le plus sûr, ça serait plutôt decency en anglais, ce qui renvoie à la respectabilité, aux bonnes manières. Le viril, en revanche, se distingue par l'excès. C'est l'hubris grec. Et cet imaginaire de l'excès, il a une version haute, une version noble, qu'on peut rattacher au désert, à l'Arabie pré-islamique, où il s'agit essentiellement d'aller à l'encontre de la rareté, de la survie. Et à cet égard, l'idée dominante, ça serait celle de dépense, d'aller dans le sens totalement fantasmatique d'une illimitation. Et donc cet imaginaire-là, il a été évidemment contrarié par l'islam, par l'idée de mesure, par la cité également, et la civilité, et ses belles manières en propre, son esthétique, son élégance, etc.
Et en revanche, vous avez aussi une virilité basse, une virilité commune, hein, au double sens du mot. Et l'exemple que je pourrais vous fournir tout de suite, c'est celui de Saddam, par exemple, Saddam Hussein. Et cette virilité basse, qui renvoie à une espèce d'archaïcité, hein, une idée d'excès dans la férocité, la cruauté, mais aussi tout simplement dans le narcissisme outrancier, si vous voulez, c'est quelque chose qui aujourd'hui va être à la fois combattu et repris par les islamistes, qui vont reprendre cette notion de virilité à l'encontre du masculin, contrairement à ce qu'ils disent. Bon, alors, ce qu'il faut dire vite sur les rapports entre les sexes, la première chose qu'il faut savoir, qui est fondamentale, c'est qu'il n'y a pas de péché originel en islam. Et là, il y a tout le temps une confusion qui est faite. L'islam ne connaît pas de péché de chair. Il y a quelque chose comme une opposition entre ce que dirait d'un côté saint Paul, qui dit le célibat est l'annonce du paradis, et ce que dit Razali, hein, qui est un penseur mort au XIIe siècle, pour simplifier, qui dit la jouissance sexuelle est l'annonce et la préfiguration du paradis. Donc là, il y a quelque chose de très différent. En revanche, ce qui a été longtemps commun et qui ne l'est plus, c'est le rapport aux femmes. Alors, les femmes, elles sont sous contrôle. Hein. Il y a plus. Alors, là, je vais schématiser au maximum, mais c'est pour donner des indications, et on précisera tout à l'heure. La femme est toujours soumise, imaginairement, hein, fantasmatiquement, au harem. Le harem, c'est, version noble, la sacralisation, n'est-ce pas ? Et version basse, enfin version ordinaire, si vous voulez, c'est l'idée de l'unicité. C'est-à-dire l'homme est l'unique. Et en face de lui, il y a toujours la possibilité, la virtualité de la polygamie, puisqu'elle n'est pas abolie en droit. En revanche, la femme, la seule, l'unique, l'exception, c'est la mère. Et le rapport, si vous voulez, dans cette espèce de configuration dans la cellule familiale, vous avez des déséquilibres, je dirais. Il y a un rapport... Vous anticipez totalement là sur mon plan, donc je m'inquiète. Je me dis là, je commence à avoir une espèce de question méta. Est-ce qu'on peut parler de certaines valeurs sans faire de clichés ? Et là, vous entrez directement dans le cœur du sujet. Donc je propose qu'on fasse d'abord le tour de table et ensuite je vous laisse redévelopper. D'accord. Gianfranco Rebuccini. D'ailleurs, je voudrais remercier beaucoup de l'invitation qui m'a été faite pour venir ici aujourd'hui. Et je partirai tout de suite. Je voulais pas trop crier parce que je crie normalement, mais voilà. Pour répondre à la question, il me semble qu'à partir de ma propre discipline, qui est l'anthropologie sociale ou l'ethnologie, me paraît intéressante parce que c'est une des disciplines qui a beaucoup réfléchi sur cette question de l'unité de la Méditerranée comme aire culturelle en tant que telle. Et il me semble que les rapports de genre ont été fondamentaux dans cette constitution de l'unité de la Méditerranée. Dans le petit écrit que vous avez sur le programme, on fait par exemple mention des questions de l'honneur comme valeur universelle, comme soi-disant valeur universelle de la Méditerranée, mais il y a aussi la valeur de la pudeur des femmes, qui a été longtemps en anthropologie méditerranéiste, qui est plutôt une tradition anglo-saxonne, pour le dire clairement. C'est beaucoup moins une tradition française qu'une tradition anglo-saxonne, même si en France aussi on a eu des réflexions sur cette question de l'unité méditerranéenne, une unité anthropologique. Et ce qui est intéressant, c'est que les questions de genre, les questions de rapport entre les sexes, a été toujours une question centrale dans la recherche de cette unité culturelle de la Méditerranée. Or, évidemment, on trouve aussi d'autres questions qui sont aussi celles de la famille, d'un certain rapport à la famille, ou ce qu'on appelle le familisme, le népotisme. Toutes ces valeurs seraient donc universelles à l'ère de la Méditerranée.
Et aussi, on retrouve autre topos intéressant qu'on retrouve dans cette réflexion sur l'unité de la Méditerranée, c'est le rapport à la sexualité, notamment à l'homoérotisme et à l'homosexualité masculine. On dit souvent que dans le bassin méditerranéen, il y a aussi des études qui veulent montrer qu'il y aurait une certaine unité dans la tolérance et dans le fait que ces pratiques homosexuelles entre hommes notamment soient très répandues en Méditerranée et en même temps très tolérées dans tout le bassin méditerranéen. Or, évidemment, cette unité de la Méditerranée comme aire culturelle a été un peu battue en brèche dans les années 70 et 80 parce qu'on s'est rendu compte au fait que c'était plus une question de qui regardait quoi par rapport à cette unité. On s'est rendu compte que c'était plutôt les Anglais et les Américains qui voulaient trouver cette unité plutôt qu'une réelle unité méditerranéenne. On s'est rendu compte que les différences entre les différentes cultures qui sont présentes dans l'ère culturelle méditerranéenne ont un rapport à la fois au rapport de genre, mais aussi au rapport de sexualité qui sont assez différents et qui est difficile de retrouver donc cette unité. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc on a souvent envie d'avoir cette unité culturelle de la Méditerranée, et à la fois le bassin méditerranéen est aussi un lieu de confrontation et a été toujours dans l'histoire un lieu de confrontation entre cultures. Donc à la fois on a cette envie de trouver un nous méditerranéen et aussi l'autre dans la Méditerranée. Dans l'histoire, les exemples où tout le monde a peut-être en tête le fait d'avoir la construction de l'autre à partir des deux rives de la Méditerranée. Dans l'histoire, à partir de l'époque médiévale et moderne, on a évidemment cette confrontation entre la chrétienté et l'islam qui est très prégnante de cet espace géographique. Une relation qui est à la fois d'opposition, mais aussi d'échange et de circulation très importante. Il faut se rappeler, il faut dire tout de suite que la Méditerranée a été un extraordinaire lieu d'échange et de confrontation, à la fois entre cultures, mais entre sociétés, mais aussi un lieu de commerce très intense, où les échanges donc, et la proximité aussi, la connaissance entre les deux rives de la Méditerranée était extrêmement importante. Or, ce qui me paraît intéressant, c'est de démontrer, pas forcément une rupture, mais une espèce de crise de ces rapports d'échange qui sont plutôt symétriques entre les deux rives de la Méditerranée à l'époque coloniale. L'époque coloniale représente quelque chose de vraiment intense dans les rapports entre le nord et le sud de la Méditerranée, parce que la colonisation a été un rapport de domination très intense, très fort, et où les rapports ont un peu changé par rapport à ça. Ce qui est intéressant de montrer que même dans le rapport colonial, les rapports de genre et de sexualité demeurent centrales dans la définition de ce qui est le commun et de ce qui est le différent, donc l'altérité dans ces rapports-là. Et je m'arrêterai là pour le moment. Question qu'on va prolonger. Je continue avec vous, Ouria Abdelwahed, sur cette même question à partir de ce que vient de dire aussi Gianfranco Rebuccini, effectivement des deux faces de la Méditerranée. Où est-ce qu'il faut appuyer ? Il ne faut pas appuyer, il suffit de parler devant. Non, il ne faut pas appuyer. Alors, d'abord, je dis bonjour à tout le monde et je suis vraiment émue d'être là et de vous voir aussi nombreuses et nombreux. Je rejoins tout à fait Nadia Tazi, il n'y a pas de péché originel en islam, donc ça c'est la première chose. Et je vais dire, d'abord je vais intervenir de façon comme ça théorique, même très très rapidement, et après de façon vraiment tout à fait clinique, puisque je suis psychanalyste. Alors quand on parle de la Méditerranée, il faut vraiment faire la distinction, je pense, entre la Méditerranée occidentale qui vit la laïcité, et la Méditerranée orientale, donc des pays arabo-musulmans, arabes, on ne sait plus, qui sont toujours gérés par le juridique qui puise dans le corpus religieux. Et quand on dit corpus religieux, c'est-à-dire le Coran, le Hadith, et puis les textes d'hagiographie. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas parler d'une unité de la Méditerranée quand on voit la différence entre les pays laïques et les pays qui sont toujours sous le joug de la loi religieuse. Ça, c'est la première chose. Mais en même temps, donc, puisqu'il s'agit de parler très brièvement, en même temps, il faudrait dire aussi qu'il y a
des pensées qui ont transcender ces frontières. Et si l'on remonte au XIIe siècle, par exemple la pensée mystique d'Ibn Arabi sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est né en Andalousie, XIIe siècle, et puis qui est mort, 1164, et qui est mort à Damas, il disait quelque chose vraiment que je trouve magnifique. L'humanité n'est pas la virilité. Al-insaniya laysat az-zukuriya. Comme il a dit aussi, pour rendre hommage au féminin, je le dis en arabe, c'est-à-dire stérile est tout lieu, ou vain est tout lieu, qui n'accepte pas le féminin. Mais quand c'est stérile, c'est-à-dire on ne peut pas compter sur lui. Comme il dira, la femme est le plus beau des miroirs qui réfléchit la splendeur divine. Donc nous avons comme ça des thèmes qui rendent hommage au féminin. Et là, vraiment, très brièvement, on peut vraiment même entendre des fois les influences de la pensée platonicienne et surtout de Diotime, dans le banquet de Platon, qui, elle, parle de l'amour du corps d'abord, avant de parler comme ça, dans une ascension verticale vers l'amour de l'âme et puis de la beauté absolue. Donc on trouve ces thèmes-là dans la mystique d'Ibn Arabi et d'autres mystiques, et c'est là où nous voyons vraiment l'écart extrêmement important, voire le fossé entre le texte théologique et le texte mystique. Et je m'arrête là. Mais pourquoi je dis le texte théologique et le texte mystique? C'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes toujours gérés, non pas par le texte mystique, mais par le texte théologique. Et chez mes patientes, c'est ce que j'entends régulièrement, c'est-à-dire la question de l'héritage, la question de la domination masculine, la question de la soumission et l'assujettissement des femmes. De plus en plus, les crimes d'honneur qui reviennent comme ça avec la montée de l'islamisation. Et donc, c'est vrai que, je dirais, il y a une Méditerranée qui souffre encore de la non-laïcité. Merci beaucoup. Geneviève Fraisse, quand je vous disais un peu comment on allait amorcer cette discussion en cherchant si on pouvait repérer des valeurs dominantes qui structureraient les relations entre les sexes en Méditerranée, vous m'aviez dit que vous ne pouviez pas répondre à cette question. Donc voilà, je vous ai dit que je vous la poserai quand même. Je savais que vous alliez me la poser quand même. Non, mais c'est quand j'ai vu... Il nous demande à l'avance ce qu'on va faire. Et quand je vois les deux termes valeur et imaginaire, je me dis que j'ai jamais travaillé ni avec l'un ni avec l'autre de ces mots-là. Et qu'en revanche, peut-être par effectivement exigence philosophique, ce que j'ai recherché, et ça va s'appliquer à l'espace méditerranéen, lieu de l'échange, ça vient d'être dit, je crois que c'est vraiment le mot, de ce qui relèverait des notions conceptuelles. C'est-à-dire j'ai été à la recherche, non pas des valeurs et des imaginaires et de comment les définir par rapport à des choses qui seraient des questions d'identité, soit d'identité géographique, soit d'identité culturelle, soit d'identité religieuse, mais qu'au fond je cherchais à trouver des notions conceptuelles qui allaient traverser toutes ces choses-là. La Méditerranée, et je remercie vraiment je suis très heureuse d'être là, la Méditerranée est précisément ce qui permet cela. Donc j'ai 3 propositions rapides. La première, enfin 3 propositions justement par rapport à ce que je peux appeler des notions conceptuelles et qui chaque fois vont montrer des niveaux différents peut-être pour appréhender ce lieu de l'échange et de la confrontation qui est donc celui de la Méditerranée. Premièrement, c'est une notion sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui donc a été remise en lumière l'année dernière, et c'est tombé tout à fait par hasard en même temps que l'affaire MeToo, c'est le concept ou la notion de consentement. La notion de consentement est une notion qui, dans sa symétrie, c'est-à-dire consentement mutuel, est quelque chose de l'ordre de la modernité. C'est-à-dire qui se remet en place autour du XVIIe siècle et qui va continuer, je n'ai pas le temps de le démontrer bien sûr, de manière à ce que ça soit un terme qui à la fois correspond à la question du contrat social, à la fois à la représentation de l'individu. D'ailleurs aujourd'hui il me semble qu'il y a une journée qui pose la question du consentement à l'impôt par exemple, ça c'est l'unilatéral, mais les consentements mutuels aussi. Donc cette notion de consentement est quelque chose avec quoi je peux me promener dans l'espace méditerranéen. Je me souviens très récemment d'être allé à la rencontre des droits de l'homme à Essaouira au Maroc récemment, là-dessus. C'est-à-dire, je peux, avec cette notion, essayer de travailler avec tout le monde. C'est un petit peu ça l'objectif d'un concept. La deuxième chose, mais là, on est dans la modernité. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est arrivé depuis 3 siècles. Ça peut concerner aussi bien l'ère démocratique
que la décolonisation ou la colonisation. Il y a aussi la question du consentement des dominés, que ce soit des femmes ou des pays colonisés. Toutes ces questions sont strictement passionnantes et me permettent de circuler, si vous voulez. Je cherche la circulation, je vais en venir à la colporteuse. La deuxième notion que je propose de discuter, là, cette fois-ci, elle traverse les siècles. Ce n'est plus une affaire de modernité, de démocratie, de contrat social, de sujet consentants. C'est ce mot de sexisme. Le mot de sexisme, tellement employé aujourd'hui, il faut savoir que ce n'est pas un mot contemporain, bien que ça soit un néologisme récent, on est d'accord, du XXe siècle, mais c'est en ce sens qu'il traverse les siècles. Il n'est pas seulement lié à la discrimination, et beaucoup de textes peuvent le ramener à la discrimination, des textes internationaux notamment, ou des textes législatifs. Or, la discrimination n'est qu'une conséquence du sexisme. Pourquoi ? Parce que le sexisme, c'est de la disqualification. Vous n'avez pas la même qualité que moi, vous ne m'êtes pas de la même qualité que moi. De là peut découler de la discrimination et on retombe dans le juridique et le judiciaire de notre époque contemporaine. Mais le sexisme traverse les siècles, j'y tiens, et je pense qu'on peut travailler aussi avec ça dans ce lieu de l'échange. Et ma troisième proposition, c'est ce que j'appelle la colporteuse, c'est-à-dire je suis avec mon baluchon, avec mes notions conceptuelles ou mes concepts, et je peux me balader un peu n'importe où. Je l'ai fait par exemple avec la question du sexisme, du service domestique. Le service domestique, c'est pas l'Occident qui opprime, je ne sais pas, des pays d'Orient ou des pays lointains. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est quel rapport on fait entre service et démocratie. Parce que vous pouvez avoir des Philippines qui vont être malmenées ou maltraitées par des pays considérés comme devant être inférieurs, voyez, etc. Donc moi, j'ai mon petit baluchon avec c'est ça la colporteuse, avec mes notions conceptuelles, et puis je les sors dans les villes ou les villages où je vais pour voir si ça fonctionne ou pas. Et ça c'est la colporteuse, et c'est là que je terminerai, ce qui me permet de proposer, dans ce débat permanent que nous avons entre le singulier, le relatif, l'universel, l'oppression de l'Occident sur l'Orient ou sur d'autres pays du monde ou d'autres régions continentales, c'est ce que j'appelle le passage à l'universel. C'est-à-dire je fais le test de ce qui peut passer à l'universel ou pas, à travers ces notions conceptuelles. Et c'est là où j'en suis. On va essayer de passer à l'universel en se promenant avec vous un peu. Par rapport à ce que vous disiez, Gianfranco Rebbuccini, du danger de donner une unité, une homogénéité à une histoire qui est fracturée, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut dire que la domination coloniale a déterminé les questions de genre en Méditerranée? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a écrasé, transformé les choses, ou est-ce qu'on peut en gros catégoriser ce qui en dépend et ce qui n'en dépend pas? Je pense qu'il faut d'abord dire que les questions de genre ont été toujours centrales dans ce jeu de miroir et des distinctions aussi entre, par exemple, la chrétienté et l'islam. Le rapport aux femmes, par exemple, a été toujours, et le rapport à la masculinité, a été toujours une question centrale dans ce jeu de distinction entre chrétiens et musulmans, par exemple. Comment on traite, par exemple, la question tout simple, tout bête de la séparation entre les sexes, de la ségrégation des sexes, a été quelque chose qui a toujours été regardé d'un côté de l'autre comme central on se renvoyait la balle, par exemple, dans la formation d'une construction d'une masculinité qui était plus ou moins valorisée. Du côté musulman, on regardait les Européens et leur rapport aux femmes, donc de cette relative mixité qu'il y avait dans la société chrétienne, comme quelque chose d'absolument absurde, et qu'on traitait les femmes de façon très de façon mauvaise, en fait, parce qu'on ne les respectait pas. Donc, il y avait cette vision de la part des pays musulmans du rapport aux femmes des chrétiens, qui était une vision tout à fait négative, parce qu'on considérait que les chrétiennes traitaient très mal leurs femmes, justement parce qu'on ne leur portait pas assez de respect, par exemple, quand le contact entre les hommes et les femmes était dommageable pour les femmes. Et inversement, les chrétiens considéraient cette séparation des sexes qui existait dans le monde musulman comme quelque chose de très mauvais pour les femmes aussi. Donc on se renvoyait la balle et inversement, on considérait le fait, l'idée aussi d'avoir une masculinité, une virilité diminuée
était aussi un thème central tout au long de l'histoire. Les musulmans regardaient les Européens comme faibles, justement pour ce rapport aux femmes, à la fois faibles et à la fois traitant mal leurs femmes, et inversement, les chrétiens regardaient les musulmans comme très faibles de leur côté, parce qu'il y avait cette idée de cette séparation des sexes qui amenait, par exemple, à une plus grande possibilité de sexualité entre hommes, qui était vue par les Européens comme quelque chose d'abominable. Il faut rappeler que dans la chrétienté, comme on disait, en islam, il n'y a pas de péché originel, donc il n'y a pas ce rapport à la sexualité qui est tout de suite pris dans des considérations de morale. Et le rapport aussi à la sexualité est aussi différent en islam. Il y a donc ce rapport à la sexualité à la fois à l'intérieur du mariage mais aussi à l'extérieur du mariage, qui est tout à fait différent par rapport à la chrétienté. Nadia Tazi, juste, je vous donne la parole parce que dans votre ouvrage sur les politiques de la virilité dans le monde musulman, vous dites aussi que beaucoup se dédouanent d'un examen critique dans ce monde-là, en faisant référence aux ravages de la colonisation, qu'ils soient post-coloniaux ou néocoloniaux. Oui, ça c'est surtout les islamistes qui jouent de cette idée. Mais moi je voudrais rebondir sur ce que dit mon voisin. Ce qui est hallucinant, c'est que pendant des siècles, enfin traditionnellement, depuis le Moyen-Âge, pendant des siècles, l'islam a été considéré comme lubrique, concupiscent, sodomite, enfin... Ce qu'on reprochait justement aux musulmans, c'était un excès de libido. Alors que maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on reproche à l'islam, c'est d'être pudibond, bigot, misogyne, homophobe, etc. Et ça, ce que ça met en question, c'est le rapport des deux rives, mais aussi le rapport à la modernité. Le rapport à la modernité, dans la mesure où, en islam, enfin dans ces pays musulmans, il a été souvent imposé d'en haut, de manière autoritaire, il n'a donc pas été choisi, il a été bricolé, et le lieu où ça choque, où ça s'entrechoque, c'est vraiment la question des rapports entre les sexes. Et aussi sur la question toute récente, qui revient maintenant de plus en plus, qui est la question du gay, de l'homosexualité et du statut de l'homosexualité. Houri Abdeloued, une fois qu'on a pris donc, ces précautions sur la manière dont peut être instrumentalisé dans un contexte postcolonial les relations entre les sexes de l'autre côté, sur l'autre rive de la Méditerranée, qu'est-ce qu'on peut dire de ces relations ? Est-ce que les relations entre les sexes, entre hommes et femmes particulièrement, sont particulièrement dures, particulièrement violentes dans les mondes arabo-musulmans, même si on sait que c'est une définition même qui est compliquée ? Enfin, avant de répondre comme ça de façon directe, parce que en fait, je me suis rendu compte que j'étais la seule à ne pas être préparée par les questions. Pas du tout, c'est pas vrai. J'ai envoyé les mêmes questions à tout le monde. Mais non, pour ne pas répondre de façon vraiment comme ça directe, je vais prendre un petit peu de temps. Et c'est vrai que je vous rejoins tout à fait. Le sexisme existe vraiment à travers les siècles. Et des fois, vraiment comme ça, je réfléchissais, je me disais, est-ce qu'il s'agit vraiment de ce que Françoise Héritier a très très bien présenté dans ses travaux, la question de la maternité, la femme qui produit l'identique et le différent en même temps, ou est-ce que c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça, à savoir aussi qu'il s'agit de l'inquiétante étrangeté du sexe féminin, vraiment du sexe féminin, à savoir que la femme est bien entendu du côté de l'obscur et en même temps elle est donneuse de vie. Et donc c'est vraiment quelque chose qui peut, puisqu'on parle de imaginaire, qui peut mobiliser tout un imaginaire. Enfin, en clinique, il y a le fantasme du vagin denté, donc des hommes qui hallucinent, qui fantasment autour du vagin. Donc est-ce qu'il s'agirait pas aussi de cette question-là, ou est-ce que, comme le disent aussi certains, est-ce que la femme, parce qu'elle jouit plus, et nous avons, puisque la Méditerranée, donc nous avons l'expérience de Tirésias, hein, quand
quand on lui pose la question, il trahit un secret. Et il dit que lorsqu'il était femme, il jouissait plus. Donc après, il a été... Thierry Dias, pour préciser, qui a été le seul à pouvoir faire l'expérience des deux côtés. Oui, des deux côtés, et il a été frappé de cécité parce qu'il a dévoilé un secret. Donc cette question-là, en fait, est-ce que la femme ne jouirait pas plus? Donc il y a tout un imaginaire, toute une production fantasmatique comme ça autour de la femme. Donc effectivement, la femme a mobilisé les fantasmes, les attaques, j'allais dire, depuis les millénaires. Mais c'est toujours une question très complexe. Le traitement n'a pas toujours été le même, selon qu'on est du côté du théologique, selon qu'on est du côté du poète et du mystique ou du philosophe. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas dire que tout le monde a apporté la même réponse à cette question du féminin et de la féminité. Et là, je reviens à la question du colonialisme, que moi, je n'ai pas encore commencé à travailler, mais me reste à l'esprit, dans mon souvenir, un texte, enfin un très très beau livre, celui de Driss Shraibi, Le passé simple, vraiment, dont je vous recommande la lecture. Le passé simple, donc il a été écrit pendant la période coloniale. Et il a vu le jour, il a été publié en France en 1955, donc c'était avant l'indépendance du Maroc. Et quand Driss Shraibi parle de cette période-là, donc c'est un roman, on va dire même, qui peut servir de documentaire sociologique, il parle de son père en termes de seigneur. Mon seigneur. Le père était le seigneur et la mère était celle qui entretenait la marmite en attendant vraiment que le seigneur l'autorise à servir le repas. Et donc, il décrit vraiment dans des détails infinis et assez poignants, assez même révoltants pour nous, femmes, qui lisons ça, comment est-ce qu'elle éteignait le feu, comment est-ce qu'elle le rallumait en attendant vraiment la parole du Seigneur. Depuis, les choses ont changé, c'est vrai. Depuis, les choses ont changé et géographiquement, historiquement, la Renaissance ou Nahda, enfin c'est pas vraiment la Renaissance, mais le début de Nahda a commencé plus en Orient que dans les pays du Maghreb, donc l'Irak, l'Égypte et le Liban. Par exemple, le premier salon littéraire fondé par une femme, c'était par Meïziyada en Égypte, et donc c'était vraiment tout au début du siècle, 20e siècle, était l'ami de Taha Hussein, de l'Aqad et vraiment d'un certain nombre d'hommes de lettres, alors qu'au Maroc, vraiment, il a fallu attendre l'indépendance. Et je tiens quand même à préciser certaines choses. Au Maroc, il y a quand même une différence entre ce qu'on va appeler l'ancien territoire espagnol et le territoire français, parce que vraiment, le Maroc était un protectorat, pas une colonisation, un protectorat qui était quand même divisé entre protectorat espagnol et protectorat français. On va dire la partie qui a évolué plus vite, c'est-à-dire qui a vraiment épousé, on va dire, la modernité, c'est la partie française, ou le protectorat français et non espagnol. Et donc les écoles ont commencé vraiment à œuvrer pour la modernité. Les femmes ont enlevé leur voile. Ma grand-mère a enlevé le haïk, enfin, l'espèce de tchador blanc, parce que c'est des sunnites et non des chiites. Ma mère a toujours porté ce qu'on appelle les vêtements occidentaux, donc là j'arrive à la partie sociologique, et il y a quelque chose comme ça qui a été prometteur d'une modernité jusqu'à la révolution iranienne, et c'est là où c'est extrêmement important à rappeler, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu en 79 la révolution iranienne, il y a eu une concurrence entre le wahhabisme en Arabie Saoudite et les Iraniens, et on a commencé au Maroc, moi je ne parle que de l'expérience marocaine parce que c'est vraiment ce que je connais le mieux, on a commencé à recevoir des cassettes et des livres qui venaient par l'Égypte, et là nous étions sous le joug et des Iraniens et des Égyptiens. Et là, donc, ça a fabriqué ce qu'on a appelé maintenant le retour en arrière, la régression, etc., du monde arabe dans cette partie du monde.
Je me tourne vers la colporteuse. Vous avez posé votre baluchon dans pas mal de lieux et vous êtes à la fois chercheuse. Je voudrais juste pour parler, parce que c'est intéressant, c'est comme ça que je conçois le débat avec de ce que disait Nadia Tazi sur l'excès de libido. C'est vrai que lorsque nous lisons les 1001 nuits, il y a un excès de libido chez les deux, hein, femmes comme hommes. Lorsque nous lisons Nafzaoui, qui est vraiment, parce qu'il y a toute une littérature érotique, et ce qui est très intéressant, c'est que autant on va dire la philosophie dans le monde arabe, sunnite, s'est arrêtée à un moment, autant on va dire la mystique s'est arrêtée à un moment, autant la littérature érotique vraiment a traversé les siècles jusqu'au 19e siècle. Et donc, dans les livres de Nafzaoui, on voit cet excès vraiment de libido, ou ce que j'ai appelé dans Figure du féminin, rendre une dignité à la chose sexuelle. On en parlait. Alors que dans les livres de théologie, l'excès est du côté du masculin. Et du côté, même pas du masculin, du viril, de l'homme. Hein, il est du côté de l'homme. La femme, vraiment, on se demande ce qu'on lui a réservé. D'où l'imaginaire autour des 70 femmes ou 77 femmes au paradis, les houris du paradis, etc. Ça, c'est vraiment pour les hommes. Dans l'excès, on va dire dans le corpus arabo-musulman, l'excès de libido du côté masculin ou du côté viril, c'est dans les livres de théologie. Pour les livres de littérature, c'est vraiment pour les deux sexes. Geneviève Fraisse. Oui, je voudrais revenir au début de ce deuxième tour de table. Quand on met cette question des sexes ou du genre, vous l'appelez comme vous voulez, au centre de quelque chose. Ça me paraît vraiment très intéressant et très important, dire qu'au fond, pour deux raisons. D'une part, pour dire que les sexes font l'histoire. Donc, ce n'est pas seulement la question des imaginaires d'identité et d'identité culturelle qu'on opposerait, parce que j'ai un peu envie de résister à cette tendance, et plutôt pour voir ce que ça veut dire si on met cette question-là de manière centrale. C'est extrêmement polémique, en fait, de le faire, puisque ça veut dire que grâce à cette table ronde et à ce mélange qu'on fait j'ai l'impression que je représente toute seule à cette table la rive nord de la Méditerranée. Mais c'est bon, je vous aide. Oui, merci. Mais c'est pas très important, c'est pas très grave. Ce qui est intéressant, c'est si on se met ensemble, on est obligé de poser certaines questions, justement précisément, et d'insister, de donner de la couleur à ce que serait la place de cet échange sexuel dans l'histoire et dans l'écriture de l'histoire. Et c'est ce qui était déjà dit, évoqué dans les interventions précédentes et qui, moi, m'intéresse beaucoup. Parce que, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on restitue le fait qu'il faut aussi écrire l'histoire avec la question des sexes, que aussi les sexes font l'histoire. Ça, c'est une chose pour laquelle on peut se battre. Ma génération, en tout cas, y a dépensé beaucoup d'énergie et continue à le faire. Les femmes sont des actrices de l'histoire, mais les sexes écrivent l'histoire. La question des sexes fait partie de l'écriture de l'histoire. C'est facile de le dire, comme je le dis aujourd'hui. C'est plus difficile de le mettre en pratique dans nos recherches ou dans nos réflexions. Et pour une deuxième raison, je dis cela, parce que, au fond, et on est en train de le vivre là dans notre discussion, la question des sexes, c'est un lieu d'échange politique. C'est un lieu d'échange politique, et c'est là-dessus aussi que j'aimerais peut-être que la colporteuse donne son morceau de baluchon. On l'a vu, si je prends une histoire que tout le monde a vue entre l'affaire de Cologne et la réponse de Kamel Daoud, et comment c'est pas la question de savoir s'il y a ou non sexe dans l'islam, ou si les hommes se portent mal aujourd'hui, etc. Toute chose qui peut développer. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il pointait le fait que ça écrit l'histoire. Alors ça, c'est sur la question de la sexualité, mais je voudrais vous proposer aussi un étage de plus. C'est-à-dire que si on met cette question d'échange des sexes comme... parce qu'on peut le faire aussi par rapport à la colonisation, comment on a utilisé les vocables féminins pour caractériser le colonisé, etc. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de fils à tirer qui sont tout à fait passionnants, de mon point de vue, parce que ça montre que les sexes, c'est pas quelque chose d'atemporel, c'est quelque chose d'historique, et que ça fait histoire. Et on va pouvoir le démontrer de mille et une façons. Et sur la question, donc, on peut le prendre du point de vue des sexualités, comme je rappelais l'affaire Cologne-Daoud, mais aussi du point de vue de la guerre.
sur comment... C'est une question qui est énormément débattue, aussi bien sur les guerres de ce côté-ci de la rive de la Méditerranée que la façon dont les femmes, par exemple, algériennes, ont été impliquées dans la guerre d'indépendance. Puis, il leur est arrivé des choses pas très différentes de ce qui s'est passé pour les résistantes ou des femmes des pays du nord de la Méditerranée. Donc, toute cette dimension comme ça, de repérer, et pas seulement la victime, hein, c'est-à-dire les viols de guerre, ça aussi on peut en parler, mais non pas comme, ça a été dit jusqu'au milieu des années 90, comme une conséquence inévitable de la guerre, mais comme arme de guerre, comme organisation de la guerre. Là je renvoie notamment par exemple au livre d'une femme à Berlin qui raconte comment les Russes arrivent à Berlin à la libération et ce qui s'y passe. Mais vous voyez, c'est juste une sorte... là je grimpe les marches de l'escalier avec mon baluchon, pour proposer que cette question, finalement, elle est le lieu même dont on peut parler ensemble pour restituer à cette question, non pas son côté seulement culturel, mais bien historique et politique. Alors je vous arrête à l'étage et on reprendra l'escalier après. Pour me tourner vers Nadia Tazi, parce que dans votre ouvrage sur les politiques de la virilité dans le monde musulman, puisqu'on est sur les questions de guerre, de politique, vous ouvrez déjà ce livre sur la figure de Saddam Hussein et vous dites il faut entendre cette virilité comme un instituant politique. Qu'est-ce que ça signifie? C'est pas simplement un trait psychologique. Non, c'est-à-dire que c'est un concept que j'oppose, c'est pas moi d'ailleurs, je sais plus, à constituant. L'instituant, c'est les mœurs, c'est la langue, c'est ce qu'il y a c'est ce qui est vécu au quotidien. Le constituant, c'est ce qui est inscrit dans la loi. Et il y a toujours un écart entre les deux, soit dans un sens, soit dans l'autre. Et pour revenir à ce qui est dit sur la question de la guerre et des... Bon, alors, en ce qui concerne... Je ne vais pas parler ici du djihad parce que c'est extrêmement compliqué, mais en fait, c'est vrai qu'il y a eu des femmes d'influence, des femmes guerrières, et si vous regardez l'histoire du XVIIe, par exemple, chez les Ottomans, vous voyez que les reines-mères, en particulier, les grandes favorites, avaient pratiquement autant de droits, sinon plus parfois, que les femmes occidentales. Mais en revanche, en termes de loi, c'était pas le cas. C'est-à-dire, on est toujours en deçà de la loi. Et il y a toujours cette espèce de jeu de permanent, de balancement d'un côté ou d'un autre, qui fait que, en général, on s'accorde sur le conservatisme, le consensus. Et ce qui fait débat aujourd'hui, c'est évidemment l'islamisme, qui va à l'encontre de ça et qui va dans le sens de la radicalisation. Oui, mais alors ça, justement, vous dites aussi quand même, parce que on a bien vu que les relations entre les sexes, elles étaient surdéterminées en partie par toute cette histoire, notamment coloniale, même si elle n'est pas seulement coloniale. Elle est surdéterminée aujourd'hui, elle est brouillée en partie par le djihadisme, l'islamisme radical, qui a à la fois exposé les relations entre les sexes de manière très forte, mais peut-être de manière aussi aveuglante. Et vous, Nadia Tazi, dans votre livre, vous dites qu'au fond, ce serait cette religion plutôt le voile du viril qu'autre chose. Que ça, au fond, ça exprime plus un regain de virilisme qu'un regain de foi. Oui, c'est tout à fait exact. Vous voulez dire par là? Dans la mesure où il y a un problème pour l'homme ordinaire, je dirais, que d'un côté, il est battu en brèche par la modernisation, qui implique quand même la liberté, de l'égalité, enfin, au niveau politique, et d'un autre côté, il se trouve en opposition avec son gouvernement, avec les dictatures ou les despotismes. Donc il est pris entre les deux. Et du coup, il est contraint du coup, ça amène les islamistes à proposer une revalorisation du viril. Mais c'est pareil, parce que les islamismes aussi, les régimes islamistes, si on considère le wahhabisme et les mollahs, sont aussi des régimes autoritaires. Donc, d'un côté, ils vont rehausser le patriarcat, c'est ce qu'ils font en général, enfin, en tout cas, du côté des mollahs. Chez les wahhabites, ça n'a pratiquement jamais changé. Et d'un autre, eh bien, il n'y a pas de citoyenneté, si vous voulez.
Gianfranco Rivuccini, vous avez travaillé justement sur les masculinités, en particulier au Maroc. Comment et depuis quand la féminisation des hommes est un repoussoir, on a à la fois religieux, social, politique? Alors, pour répondre à ces questions, il me semble que la question de la masculinité est centrale dans cette histoire coloniale, qui n'est pas seulement l'histoire de la colonisation, mais c'est une histoire plus longue, parce qu'il y a des racines plus longues, plus anciennes, mais aussi une histoire contemporaine. Et l'histoire coloniale, pour moi, n'est pas seulement une histoire de la rive sud de la Méditerranée, mais une histoire des deux rives de la Méditerranée. C'est un rapport colonial, donc il y a justement l'idée de rapport. Et ce qui est intéressant, c'est cette question à la fois la question de genre, comme je disais tout à l'heure, la masculinité est centrale dans ce rapport, parce que la colonisation est aussi un rapport de guerre, un rapport, on le rappelait maintenant sur la question de la guerre, un rapport de domination guerrière d'un côté sur l'autre. Donc cette question de la virilité des hommes dans ce rapport à la guerre est une question centrale. C'est la question de la féminisation de l'autre, la construction de l'autre à travers la féminisation. On l'a rappelé tout à l'heure, Nadia Tazi, sur le fait qu'on voyait dans l'islam le côté efféminé avec un excès de sexualité, à la fois homosexuelle, mais aussi de sexualité débridée par rapport à l'hétérosexualité. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la période coloniale, ces questions demeurent des questions centrales. Hier, dans la table ronde, on disait que, par exemple, dans les pays arabes, dans les pays musulmans, la seule chose qui a été laissée en dehors des réformes du droit, donc le droit qui n'était pas réformé dans les pays colonisés, notamment des pays musulmans, le seul côté qui n'était pas tombé sur la loi civile était le droit de la famille. Le droit de la famille qui gère les rapports entre les hommes et les femmes. Ce qui est très intéressant parce que c'est une façon de distinguer, de faire la distinction. Donc on laisse à l'islam la tâche de régler les rapports entre les hommes et les femmes. Tout le reste, et aussi la sexualité, a été remis sur une loi civile. Par exemple, la sexualité qu'on appellera à partir de l'époque coloniale une sexualité contre nature, a été imposée par le colonisateur à plusieurs pays arabes, notamment au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte et dans d'autres pays. Et donc l'homosexualité est punie par la loi civile à partir de la colonisation. Et ça, ce n'est pas un hasard, parce qu'au fait, c'est au même moment où on commençait à punir de façon beaucoup plus importante la sexualité homosexuelle, aussi en Europe. Et c'était au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, on commençait à construire une morale sexuelle bourgeoise dans laquelle l'homosexualité faisait, en Europe aussi, faisait état de repoussoir de la bonne sexualité, du bon sexe. Le bon sexe étant le sexe de la famille bourgeoise hétérosexuelle dans la famille nucléaire hétérosexuelle. Ce qui a été imposé à la période coloniale, c'est une histoire qui se construit à la fois à l'intérieur des pays de la métropole, mais aussi dans le rapport colonial entre colonisés et colonisateurs. Donc les lois qui aujourd'hui sont des lois qu'on dit des lois contre l'homosexualité dans les pays arabes sont un héritage de la colonisation. Ces lois n'existaient pas avant la colonisation. Ce qui est intéressant aussi de montrer qu'à la fin du XIXe siècle, on parlait tout à l'heure des islamistes, mais les islamistes et le salafisme, par exemple, sont les héritiers d'une réforme de l'islam qui intervient à cette époque, à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, notamment au début du XXe siècle, en réaction à la colonisation et avec un dialogue intense avec l'ère du temps qui avait à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, notamment sur les questions de genre et de sexualité. En Europe, on avait toute une vague victorienne, et donc, comme je vous disais tout à l'heure, de construction d'une morale sexuelle bourgeoise très importante et très victorienne, dans le sens de très réactionnaire ou très conservatrice. Et la réforme de l'islam et aussi les mouvements nationalistes dans les pays arabes sont une réaction et un dialogue très fort
avec cette ère du temps en Europe. Les réformateurs de l'islam du début du XXe siècle reprennent, il y a beaucoup de recherches et d'historiens de cette époque-là qui le montrent très bien, comment la réforme de l'islam à cette époque-là reprend des thèmes des conservateurs religieux, catholiques ou chrétiens de la même époque. Donc l'opposition à l'avortement, la constitution d'une morale sexuelle fondée sur la famille nucléaire, c'est-à-dire le maman, le papa et les enfants, qui est complètement étranger à la tradition de l'islam, aux traditions locales, culturelles locales. Mais il faut savoir que le salafisme est une réforme de l'islam. Mais du coup, Gianfranco Rebuccini, juste, est-ce qu'au débouché de cette histoire, dont vous montrez la complexité, vous avez le sentiment que l'homosexualité désigne la même chose sur les deux rives de la Méditerranée? Parce que vous avez notamment produit un texte où vous racontez votre arrivée sur votre terrain la première fois sur la place Jemaa el Fna au Maroc, et où vous dites, bah tiens, au fond, est-ce que je repérerais pas une forme d'identité homosexuelle universelle avant qu'elle se décompose complètement? Oui, effectivement, je raconte ça dans ce texte, et ça a été effectivement pour moi, parce que moi aussi, avant de commencer ma recherche, avant mon terrain de recherche, je pensais tout bêtement que l'homosexualité, les rapports entre hommes étaient partout pareils, comme on peut le penser facilement. Il n'y a rien à dire sur ça, c'est quelque chose d'universel, ça existe partout, et ça existe partout de la même façon. Or, en réalité, quand j'ai commencé à connaître un peu plus la réalité locale au Maroc, parce que c'est là que j'ai fait mon terrain de recherche, donc à Marrakech, je me suis aperçu que les choses étaient un peu plus compliquées que ça. Par exemple, ces rapports entre hommes s'inscrivaient dans d'autres rapports qui n'étaient pas seulement celui de la sexualité. Ici, par exemple, en Europe, on peut distinguer l'homosexualité du genre. Il me semble qu'au Maroc, on ne peut pas distinguer les rapports homosexuels des rapports entre les genres, et notamment des rapports avec la masculinité ou la féminité. C'est-à-dire que les questions du genre est centrale dans la définition même de ce qu'on est en train de faire quand on a des rapports homosexuels. C'est-à-dire que la question de la féminité, des partenaires, les partenaires ne sont pas égaux. Voilà. Dans homosexualité, il y a homo qui veut dire égal. Semblable. Pas égal, semblable. Semblable. Entre deux, c'est-à-dire une sexualité entre deux personnes qui sont semblables. Or, il me semble, à partir de mes recherches de terrain, il me semble qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'homosexualité au Maroc, en général, après il y a aussi de l'homosexualité, mais en général, il n'y a pas de homosexualité, parce qu'il y a la question de à la fois du genre, mais aussi du statut entre les partenaires, est une question centrale. Donc, la plupart du temps, la sexualité entre deux hommes, effectivement, ce sont deux hommes, mais ce sont deux hommes qui ont des statuts qui doivent être différents, qui doivent en général être différents. Donc, la sexualité est un vecteur, une expression d'un rapport de statuts différents, que ce soit statut par rapport à l'âge, par rapport au genre, parce qu'il y a un partenaire plus ou moins féminin ou plus ou moins masculin que l'autre. Par rapport au statut social, il y a un rapport qui est surdéterminé par la différence de statut social, et par rapport aussi au statut d'être ou pas marié. Ce que moi j'ai appelé, d'un côté, on a l'homme, le rajoul, et d'autre côté, on a quelqu'un qui n'est pas un rajoul. Donc, un rajoul, ce sera l'homme qui est le côté dominant, viril de la relation, et de l'autre côté, il y aura d'autres statuts dans lesquels tombent à la fois des hommes qui ne sont pas encore des rajoul, donc des hommes mariés avec des enfants, ce que moi j'ai fait une typologie de ce type-là. Et de l'autre côté, on aura tout le reste. Donc, on aura les hommes qui ne sont pas rajoul, et aussi jusqu'à arriver aux femmes. Donc, vous voyez, il n'y a pas une distinction forcément. Il y a différents hétérosexualités, si on veut, qu'on peut retrouver dans
dans ce côté de la Méditerranée. Mais l'homosexualité comme telle n'est pas reconnue comme une catégorie. Il n'y a pas, par exemple, de figure du gay assumée, ou il y en a. C'est ça la vraie question maintenant. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. En fait. Mais très peu dans l'ensemble, les pratiques homosexuelles, enfin, l'amour entre les garçons ne représente pas une catégorie psychosociale à part. C'est ça ? De mes travaux, il en ressort qu'il y a deux choses. Il y a ça dont vous parlez, c'est-à-dire qu'il y a pour toute une partie de la population la question de la distinction entre homosexualité et hétérosexualité, comme on peut la connaître ici, ne fait pas de sens, c'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas, cette distinction-là. Mais il y a dans les élites occidentalisées ou dans des élites de la bourgeoisie plus occidentalisée, cette distinction fait sens. Mais là, je fais évidemment une généralisation très franche qui n'existait pas dans la réalité, parce qu'il y a des passages de tous les côtés, des croisements qui existent, il y a une complexité de la situation locale qui est très importante. Là, je fais vraiment une distinction très nette, mais c'est juste pour comprendre. Mais je crois que dans les contradictions que rencontre le genre en général, et en particulier les hommes qui sont en but au fait que d'un côté on les invite à la chair, au désir, et d'un autre côté les femmes sont voilées, il y a toujours systématiquement cette idée de l'implicite. C'est-à-dire que dans ces sociétés-là, pour préserver la communauté, qui est première, on protège ces pratiques. C'est-à-dire que tout est pratiquement possible dès l'instant où c'est caché, voilé, non assumé comme tel. Et ça, c'est ancien. C'est pas de l'ordre uniquement de ce qu'on pourrait appeler de l'hypocrisie, c'est-à-dire c'est pas uniquement une catégorie morale, c'est structural. Oui, sur cette question, moi je ne dirais pas qu'il y ait un silence, parce qu'on parle beaucoup de ces choses-là. Ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, on a le souci de... Non, je pense qu'il y a une différence entre en parler de façon publique et dans les médias, ou dans l'espace, dans l'arène publique, et il y a une façon d'en parler dans l'espace plus privé, de ces choses-là, on en parle beaucoup, en fait. Donc, alors, cette question est aussi une question complexe. Par rapport, je me tourne vers ce côté de la table, par rapport à ce qu'on commence à amorcer de la dimension politique des relations entre les sexes, est-ce que, et par rapport à ce que disait aussi Nadia Tazi sur dans quelle mesure l'islamisme peut être un regain de virilisme dans des pays dictatoriaux où la citoyenneté est déniée, est-ce que on peut dire que l'importance donnée à la réputation, alors que ce soit sur la virginité des femmes ou la virilité des hommes, est-ce qu'on peut dire qu'elle est particulièrement forte dans des sociétés où les droits politiques et sociaux sont violentés et où du coup le souci de reconnaissance est peut-être déplacé sur des sphères davantage familiales ou intimes? Auria Dalouel. Alors je voudrais d'abord revenir, parce que c'est une discussion, je reviens sur la question de l'identité, l'imaginaire d'une identité. Et moi, ce terme de identité me fait penser vraiment à ce que nous connaissons en psychanalyse, à savoir que l'identité est une construction. Donc elle n'est jamais fixe. Elle se construit, elle se transforme au fur et à mesure. Et comme l'origine aussi, c'est une construction. Comme le regard, c'est une construction. Et donc ce terme, c'est ce petit vers de Rilke qui dit « Nous naissons quelque part et nous construisons en nous petit à petit notre origine ». Donc on peut vraiment dire la même chose que de l'identité. La question donc, sur laquelle nous insistons aujourd'hui, c'est comment est-ce que le sexe, qui est vraiment, on va dire, qui appartient à ce que nous appelons les identifications secondaires, comment est-ce que ça devient, dans la parole des fuqaha, mais les théologiens, comment ça devient une identité fixe? Et là, vraiment, il y a déjà un malaise. Et parce que là, je rebondis, j'associe, je vais vraiment procéder comme dans une séance, c'est-à-dire à association libre. C'est là où nous voyons à quel point aussi la question alors, de la colonisation, de la langue, etc.,
Alors, la colonisation a aidé à la fabrique des intellectuels. Nous avons eu des écoles, des universités, etc. Mais pour parler de l'expérience marocaine ou maghrébine, les intellectuels sont d'abord des francophones. Et donc, la langue n'a pas suivi. Alors, parce que les écrivains écrivent en français, parlent en français, etc. Et il y a quelque chose qui est resté extrêmement archaïque. Parce que, parlons par exemple effectivement, comment on écrit l'histoire, les sexes est une manière d'écrire l'histoire. Moi, ça m'a fait penser à la question de la langue. Par exemple, le mot vierge, en arabe, n'a pas son répondant masculin. La fille naît vierge et un jour, elle perd sa virginité, comme on dit, hein, c'est une perte, alors que l'homme, il n'est pas vierge, jamais. C'est-à-dire, c'est une façon de dire qu'il n'y a pas de traversée historique pour le garçon. Il naît homme, il ne le devient pas. Donc là, quand même, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Quand j'ai écrit Figure du féminin en islam, c'était pas vraiment, j'allais dire, mes spéculations, c'était des rencontres avec des patientes. Et une patiente me dit un jour, à quoi est-ce que sert une femme? Non, quelle est l'importance d'une femme mutallaqa? Mutallaqa, donc c'est un terme qui veut dire divorcée. Divorcé en français, on l'écrit avec E, accent pour l'homme, on ajoute un E pour la femme, alors que mutallaqa, en arabe, c'est autre chose. Ça s'appelle ism maf'oul, c'est-à-dire elle subit l'action. Elle subit la répudiation, elle n'est pas divorcée, elle est répudiée, même si c'est elle qui demande le divorce. Même si c'est elle qui réclame son divorce, il faut que l'homme dise « elle est mutallaqa ». Mais alors, c'est très très important les termes, c'est des signifiants qui sont extrêmement importants. Que signifie mutallaqa? Alors, lorsque nous voyons dans Lisan al-Arab, notre encyclopédie étymologique, donc de la langue arabe, c'est comme le littré, donc le trésor de la langue française, donc l'équivalent en arabe, mutallaqa, c'est la chamelle qui n'a plus de corde et qui va vraiment brouter à sa guise. Donc, c'est vraiment, vous voyez le pulsionnel oral. Donc, c'est une femme qui n'a pas de surmoi, qui dévore tout sur son passage. Et je me dis maintenant, enfin, j'étais au Maroc pour les nuits des philosophes, et j'ai vraiment dit à mes compatriotes et mes amis et collègues juristes, il faudrait vraiment œuvrer à moderniser la langue, parce que nous nous trouvons en fait des intellectuels, etc., mais avec un langage extrêmement archaïque qui n'a pas évolué. Et la question de la langue, moi, je la trouve poignante. Alors, j'arrive avec Tim. C'est vrai qu'on voit très bien, Geneviève, vraiment, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais on voit bien vraiment la pensée de quelqu'un qui a toujours été dans des pays laïques, méditerranéens, mais laïques, et vraiment ce qu'on est en train d'endurer. Avec effectivement la montée de l'islamisation et ce que vous dites, le fait de vivre aussi dans des pays de dictature aussi bien militaires que religieuses. Et on se demande des fois lequel est le mieux. C'est une catastrophe pour nous. Comme en Algérie, le militaire est religieux en même temps. Au Maroc, on n'a pas ça, mais quand même, c'est une dictature. Et donc, le pouvoir, je dirais, a toujours été viril. Le pouvoir est du côté du phallique. Et c'est là où je reviens à la question du sexisme. Si vous lisez même Freud, même Lacan, c'est extrêmement phallique. La moindre des choses. Oui. Freud a parlé vraiment, lui qui a bouleversé la pensée psychanalytique, il s'est arrêté, on va dire, aux portes du féminin. Et à un moment donné, il a dit, si vous voulez savoir plus sur la femme, demandez aux poètes. Il avait raison, il faut demander aux poètes, pas aux psychanalystes. Mais... Et je termine parce que c'est vrai que je me dis comme ça, qu'avant,
mais vraiment avant. Ce n'est pas une nostalgie vraiment vers un passé paradisiaque, loin de là, mais c'est vraiment, on va dire, une approche que je commence à faire vraiment de l'histoire. Par exemple, pour l'homosexualité, nous lisons dans des textes comme ça sur la société de Bagdad. Donc le règne des Abbassides, c'était les Abbassides. Celui qui a révolutionné la poésie arabe, Abu Nawas, il chantait l'amour du vin et des éphèbes. On se croit vraiment en pleine Grèce ancienne. Et on lit dans les textes « Ja'a fulanun bi roulamihi », c'est-à-dire tel est venu avec son échanson ou avec son roulam ou son éphèbe. Et alors c'est là où c'est intéressant, alors qu'aujourd'hui, on n'a pas de terme pour dire l'homosexualité. Ouais. On dit « loté ». Loté, ça nous vient de la Bible, c'est le peuple de Lot. Ou bien on dit « misli ». Alors, misli, c'est une traduction atroce, parce que mitli, ça veut dire mon semblable. Oh là là. Mais alors, comment dire l'homosexualité féminine? Il n'y a même pas de mot pour dire l'homosexualité féminine. Donc, si vous voulez, pour aller aussi très très vite, il faudrait, je demande ça aux Arabes, il faudrait vraiment qu'ils modernisent leur langue. Par contre, pour notre collègue, et je termine par ça, quand on dit, alors c'est vraiment une pensée, moi je trouve très, excusez-moi, très dangereuse, quand on dit que l'islamisation, c'est une réforme de l'islam, mais absolument pas. Vraiment, absolument pas. Ils ont puisé dans des textes qui existent déjà, à savoir le texte coranique qui dit « battez-les », c'est au sujet des femmes, c'est vraiment un texte divin, « battez-les », ou bien dans le texte de Bukhari et Muslim, donc qui sont quand même, qui ont constitué le terreau de la soumission féminine. Donc, si vous voulez, effectivement, avec la chute de l'Empire ottoman, du Khilafa ou du Califat, etc., il y a ce qu'on appelle les frères musulmans et ces écoles-là qui sont nées. D'ailleurs, aucun n'a été un intellectuel parmi ceux qui ont fondé les frères musulmans. C'était électricien, plombier, etc. Il faut le connaître. C'est-à-dire que Hassan al-Banna, c'était vraiment, je pense, un électricien, etc. Mais alors, je termine. Il ne faut vraiment pas perdre de vue ce fait-là, à savoir, il ne s'agit pas d'une réforme, parce que quand on dit réforme, on est dans un sens positif. Non, c'est renouer avec le premier islam, celui de la fondation. Oui, mais réforme en religion, la réforme protestante est aussi une réforme de la chrétienté. C'est pour ça que je dis réforme. Réforme, ce n'est pas forcément positif. Il suffit de regarder les réformes de droite ou les réformes de Macron, ce n'est pas forcément des réformes progressistes. Vous voyez, c'est pas, oui. Quand je dis réforme, ce n'est pas ça. Oui, oui, mais il ne faut absolument pas confondre chrétienté et islam, ni historiquement, ni anthropologiquement, ni religieusement, ni l'impact sur la psyché du citoyen ou de la cité. Bon, je crois que tout le monde veut répondre à Horia Abdelwahed. Nadia Tazi. Non, mais moi je voudrais juste dire que je suis tout à fait d'accord sur la question de la langue et rappeler qu'au départ, le mot charia en français, signifie chemin vers un point d'eau ouvert. En d'autres termes, c'est quelque chose qui se discute, c'est quelque chose qui avance, c'est quelque chose qui n'est pas fixe, qui n'est pas essentialisé. Sur la question maintenant de la virginité, il se trouve que quand vous lisez ce texte qui est actuellement très suivi par les islamistes, mais qui est un texte de Razali, XIIe siècle, vous voyez que la virginité n'est absolument pas un tabou, que la question de la virginité est beaucoup plus souple, beaucoup plus ouverte, et que la femme ne doit pas forcément arriver vierge au mariage, mais qu'évidemment c'est préférable pour les raisons qu'il donne, à savoir que la femme préfère, le premier amour est toujours pour la femme le plus beau. Voilà. On va bientôt ouvrir la discussion à la salle. Geneviève Frey, vous êtes venue avec un livre de Choderlos de Laclos, de l'éducation des femmes. Pourquoi ? Non, mais je voudrais juste dire que je crois que je suis... je fais partie de l'auditoire, même bien que je sois à la tribune, puisqu'il est question... Je n'avais pas du tout compris qu'on allait parler de l'identité de l'islam, qu'on allait parler uniquement de l'islam et des pays arabes. J'ai cru que c'était quelque chose qui comportait, dans ce fameux passage à l'universel, quelque chose où on serait confronté
des possibilités de... C'est pour ça que vous êtes à la tribune, pour Bah, justement nous oui, mais aider à faire ça. Ben non, parce qu'il n'y a pas de place pour ça, puisqu'on ne parle que d'identité, de genre et de sexualité. Or, précisément, j'ai proposé dès le début que ça ne soit pas seulement la question de la sexualité et de l'imaginaire, des positions viriles, féminines, etc., qui soient en jeu. Moi, je m'instruis beaucoup, mais j'ai rien à faire dans cette discussion, parce que je suis, un, ignorante, deux, que j'ai fait des choix conceptuels qui ont essayé de prendre les choses autrement que par les questions d'imaginaire et d'identité. Donc, modestement, je pense que je vous propose. Vous avez du mal à me donner la parole, parce que précisément, vous voulez bien que je parle d'un truc qui n'a rien à voir avec le sujet. Pourquoi vous avez pris dans votre baluchon de l'éducation des femmes, par Non, exemple. mais la question d'abord qu'il faut entendre, c'est qu'on peut parler que l'enjeu que moi j'avais vu dans cette table ronde, c'est pas du tout celui-là. Et que c'est ça qui m'intéressait, je dois le dire. C'est-à-dire comment il y avait ce lieu de l'échange conceptuel et pas seulement imaginaire, et pas seulement autour des identités sexuelles qui pouvaient, je vais vous donner un exemple très simple, qui pouvaient être l'objet de la discussion. Vous entendez un peu mon côté un peu passionnel quand je dis ça. Mais je m'instruis beaucoup, mais j'ai rien à dire. Sauf une chose qui pourrait correspondre à ce pourquoi je croyais qu'on allait discuter, c'est par exemple la notion d'héritage, qui est passionnante pour ce qui est du tour de la Méditerranée. Pourquoi ? Parce que la question de l'héritage et de l'égalité dans l'héritage a été un très gros enjeu au lendemain de la Révolution française, et parce que c'est aujourd'hui un très gros enjeu, notamment en Tunisie, mais pas seulement. Et que là se joue quelque chose de l'égalité qui est très curieux, parce que c'est relié aux histoires de propriété et aux histoires familiales, de hiérarchie dans la famille. Donc c'est un objet intellectuel tout à fait passionnant. Et par exemple, le passage à l'universel, je le vois moi, dans ce type de discussion qu'on peut avoir, mais ça n'a pas nécessairement à voir avec des histoires de sexualité. Donc la discussion sur la sexualité, c'est très bien, mais je n'ai rien à dire. Bon, alors je propose que, puisque Geneviève Fraisse vient de faire la transition entre la tribune et la salle, on ouvre la discussion au public autour, y compris des pistes lancées en début de table ronde par Geneviève. On va commencer en donnant la parole à des étudiants qui ont préparé en amont un travail sur la thématique des rencontres d'Averroès. En l'occurrence, il s'agit d'étudiantes du Master 2 de l'Institut européen de journalisme à Marseille. Et alors là, j'ai la lumière dans les yeux, donc je ne vois pas où elles sont, mais je crois qu'elles sont... Parler du cul de la matinée. Là, voilà, pile au centre. C'était pas ça. À vous. Moi, je me suis venue ici. Donc, Gianfranco Rebuccini, vous avez mentionné que je vais parler plus fort. Un peu plus fort. Gianfranco On Rebuccini, n'entend pas, vous avez mentionné que la période coloniale, c'était une période importante dans les relations entre les sexes. Alors aujourd'hui, on assiste à une poussée de mouvements féministes, notamment en Occident, en Méditerranée occidentale, mais notamment également en Méditerranée plutôt orientale, un durcissement politique ou religieux. Est-ce qu'on insiste à un glissement vers une nouvelle période fondamentale dans ces rapports entre les sexes ? Moi, je suis anthropologue, donc je vois le contemporain et peut-être un peu le passé, mais le futur, je ne le vois pas encore. Mais ce que je peux dire... c'est qu'effectivement, on voit une vague dans toute la Méditerranée, mais c'est plus général encore, de durcissement des régimes politiques. Moi, je suis italien, donc vous imaginez bien que je suis très inquiet pour la situation en Italie aujourd'hui. Mais on voit effectivement aussi une très forte mobilisation des femmes. On le voit très bien en Italie, en Espagne, par exemple. On a eu des manifestations monstres en Espagne l'année dernière. On les attend aussi cette année, notamment pour le 24 novembre. Donc, et aussi en France, je pense qu'il y a des choses qui bougent beaucoup sur les mouvements féministes en France. Évidemment, on a beaucoup parlé de la place des femmes dans les révolutions arabes, qui a été déterminant, sinon très important, très important, sinon déterminant dans la mobilisation des femmes dans les mouvements des révolutions arabes, des printemps arabes, que ce soit en Tunisie, en Égypte, mais aussi au Maroc. Il y a eu tout un mouvement très important citoyen au Maroc. Est-ce que ces questions vont être centrales, mais sont toujours centrales, parce qu'en fait, les questions de féminisme, les questions de rapport entre les sexes, c'est des questions politiques, éminemment politiques déjà en soi, en fait. C'est quelque chose qui font l'histoire, comme disait Geneviève Fraisse tout à l'heure. Il serait temps d'en parler. Voilà. Et il n'y a pas seulement de
Mais je pense que les choses sont liées. Je ne pense pas qu'il faudrait opposer la sexualité ou d'autres questions à la question du féminisme. Je pense que le féminisme a beaucoup parlé aussi de ça. Et Alors là, moi, je vais vous répondre. Oui, il y a vraiment une question qu'on peut poser. C'est-à-dire sur le fait que la question de la sexualité, genre et sexualité, qui sont tous les séminaires qu'on peut trouver sur la place de Paris aujourd'hui, sont un choix aussi par rapport à la question qui est du rapport de pouvoir. Et la sexualité n'est pas la seule, la transformation de la sexualité n'est pas la seule solution féministe. Donc il y a un enjeu à ce moment-là. C'est de ça dont on peut parler si on parle des deux côtés de la Méditerranée, et pas seulement d'un seul côté, c'est de voir que c'est un choix de vouloir que l'ontologie l'emporte sur le politique, parce qu'on pense que l'ontologie va produire du politique. C'est-à-dire que les transformations des représentations sexuelles et de la sexualité va avoir des conséquences politiques. Pour ma part, je pense que ça ne se joue pas tout à fait comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités multiples qui vont avoir des conséquences mécaniques, politiques différentes. Donc c'est pour ça que ce n'est pas contradictoire, mais c'est juste que si on en fait une hégémonie pour parler d'une situation, à ce moment-là, le débat devient totalement différent. Et j'ai entendu ce matin qu'on ne parlait plus que de sexualité et d'identité imaginaire sur la sexualité, quand je pensais que pour faire un débat qui tourne quand même à l'ensemble de ce parcours méditerranéen sur la question des sexes ou du genre, des genres, on va appeler comme vous voulez, il y a là des multiplicités qu'on peut croiser et qui ne renverront pas seulement aux identités sexuelles. Oui, mais vous faites dire des choses que je n'ai pas dites. Je n'ai jamais dit que... Je n'ai pas dit que vous l'aviez dit, j'ai dit que le débat d'aujourd'hui a été un débat, ce matin, sur les identités sexuelle. Je sais pas, il me semble que j'ai pas tellement entendu autre chose. Sophie Bessis va intervenir. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Geneviève Fraisse. Je lis l'intitulé de rencontre. Quelle relation entre les sexes d'hier à demain en Méditerranée? Et toutes les interventions étaient extrêmement intéressantes. Et je les ai écoutées avec un très grand intérêt ce matin. Mais j'observe une confessionnalisation absolue de la question. C'est-à-dire, ni les rapports de production, ni la coutume, le lien entre les coutumes et les rapports de production, ni les correspondances entre nord et sud de la Méditerranée, ni l'économie, ni ce qu'a été l'économie domestique. Et je prends ce qu'a dit Gianfranco Rebuccini il y a un moment, en disant, en islam, la famille traditionnelle et la famille nucléaire sont... C'est pas en islam. Les économies traditionnelles partout dans le monde sont fondées sur la famille traditionnelle, plurigénérationnelle, qui est une unité économique dans laquelle les femmes ont une place bien assignée, et une place de productrice d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, et les familles nucléaires de type moderne, y compris dans les sociétés conservatrices, on est passé à des familles nucléaires. Donc je m'étonne quand même de la réduction du thème. Je ne dis pas que la question confessionnelle n'est pas une question importante. Certes, elle l'est. Et certes, aujourd'hui, il y a un surplomb confessionnel extrêmement grave dans l'analyse de nos sociétés. Mais cette réduction des relations entre les sexes à une dimension confessionnelle, et c'est pour ça qu'on ne parle que de la sexualité, parce qu'on confessionnalise la question. Voilà. Alors, je peux répondre? Oui, bien sûr. Chère Sophie Bessis, oui, on peut le ramener au confessionnel, mais aussi, tout simplement, la question si on pense que, ce qui était le début de la conversation de ce matin, c'est que les sexes font l'histoire et sont au centre d'un lieu d'échange politique, à ce moment-là, on peut développer, pas seulement à partir des identités et des imaginaires liés à la sexualité et à la représentation des sexes, fussent-ils homo ou hétéros, etc., etc., mais qu'on a des structures, c'est pour ça que j'avais proposé à la fois la notion de consentement et à la fois la notion de sexisme, de voir comment ça fonctionne, ou de terminer tout à l'heure sur l'héritage, qui, Dieu sait si c'est un sujet que je connais mal, mais qui est totalement passionnant pour tout ce qui est l'Afrique du Nord. Et à ce moment-là, on arrive à donner à la fois la possibilité de parler de la question des identités sexuelles et des sexualités, mais de la rapporter aussi à des fonctionnements, je le dis autrement que la façon dont tu le dis, mais de le rapporter à d'autres éléments structurels qui ne sont pas nécessairement rapports de genre, mais qui sont de la construction
qui permet, et politique. Par exemple, on a parlé un moment ce matin, c'était intéressant, parce que j'ai appris beaucoup de choses par ailleurs, c'était très intéressant de voir ce qui peut être le pouvoir politique entre les hommes et les femmes. Il y a un truc, par exemple en Occident, très intéressant sur ce qu'a été le pouvoir des femmes avant, donc il en est encore question aujourd'hui, avant la citoyenneté. C'est théorisé dans les textes du Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge, du début de l'époque moderne, avec le mot influence. Donc les femmes ont de l'influence. Et on appelle ça, je peux même employer un autre concept juste à côté, que je suis en train de travailler en ce moment, on va dire, elles ont de l'influence et c'est comme ça qu'on les dédommage, les femmes, du pouvoir masculin. C'est magnifique. Il y a plein de textes, je suis en train de faire une petite anthologie, comment il faut dédommager les femmes. Mais en même temps, leur influence, c'est celle qui va avoir du pouvoir. On a eu ça avec l'affaire Fillon. Ils ont tenté de fabriquer et du dédommagement et de l'influence. C'est à la fois très ancien. C'est ça l'histoire du passage à l'universel. C'est comment, avec de l'ancien, on fait du nouveau, ou comment le nouveau peut renvoyer à l'ancien et traverser aussi la Méditerranée. Pas de la même façon. Ça a été évoqué tout à l'heure par les questions de pouvoir. Ça, par exemple, moi, je trouve ça très intéressant. On l'a, excusez-moi, mais par exemple, on l'a sur autre chose que j'ai vécu, aussi bien des deux côtés de la Méditerranée, quand il y a justement des moments de terrorisme et d'islamisme, c'est de savoir quelle est la place des femmes et la responsabilité des femmes. Je rappelle la phrase de Michelet qui dit « Les femmes sont responsables mais pas punissables ». À propos des femmes de la Révolution française. Quand Olympe de Gouges, elle voulait être, si elle montait, elle aurait voulu et monter à la tribune et monter à l'échafaud, elle ne montait qu'à l'échafaud. Mais elle aurait pu aussi monter à la tribune. Donc, est-ce qu'on est responsable? Est-ce qu'on est coupable? Est-ce qu'on est punissable? Ça, c'est une thématique dans le lieu du politique des deux côtés de la Méditerranée, absolument passionnant, mais qui est dans des chronologies différentes. Bon, voilà, moi, j'arrivais avec des choses comme ça que j'avais envie de partager. Mais vous les partagez maintenant, hein. Je précise que là, on n'est pas dans le bonus après la discussion. On est dans la discussion. Merci Joseph. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est juste pour dire que ça fait partie de là où ça doit être pensé, la question des sexes. C'est pour ça que je me permets de rebondir sur ce que Sophie Bessis vient de dire d'un point de vue, mais qui correspond à ce que j'ai tenté de proposer en disant c'est le lieu du politique. Mais je peux Non, mais je trouve ça vraiment passionnant, ces débats, et vraiment passionnant. Et je pense que dans un débat, on apprend tous les uns des autres. Et, oui, de toute façon, oui. Moi, j'ai pas entendu le mot confessionnel, et j'ai pas entendu ça comme vraiment un débat confessionnel. Mais je pense vraiment, si je reprends à Freud, malaise dans la culture, on est en train de parler d'un malaise dans la culture, un malaise qui est extrêmement fort, poignant, menaçant. Effectivement, de quoi l'avenir va-t-il être fait? C'est vrai que, par exemple, là, j'ai lu dernièrement, avant de venir, j'ai reçu un mail aujourd'hui disant que la Cour européenne, donc à Strasbourg, maintenant a décrété qu'il n'y aurait plus de blasphème autour de la charia. Donc là, c'est vraiment, nous sommes au cœur de quelque chose qui est contre l'universel, justement. Donc, si vous voulez, ces exemples autour de la sexualité, du sexe, du genre, etc., c'est pour dire comment est-ce qu'il y a cette construction, parce que c'est une construction aussi de l'universel qui est en train d'être battue en brèche aujourd'hui. Et donc, je pense que, en tout cas, moi, c'est ce qui... parce que chacun a son champ de travail. Et moi, c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Donc la question... C'est un retour au politique. Tout à fait. L'ontologie qui l'emporte sur le politique, effectivement, ce que dit Nadia Tazi, aujourd'hui, avec cette histoire de la virilité, de la domination masculine, etc., on est vraiment au cœur de ce sujet. La question, c'est comment est-ce qu'on y est arrivé? Ça, c'est une vraie question. Est-ce la colonisation? Est-ce le retour à ces textes qui, effectivement... ce qui m'intéresse, en fait, je me dis, comment est-ce que... Là, par contre, c'est la question de l'imaginaire, c'est-à-dire ce fantasme de l'homme qui dit, dans le paradis, Soyote, je cite Soyote, dans le paradis, comme il y a 77 ourim pour les hommes, dans le paradis, la verge de l'homme ne se plie jamais. Alors, ça, c'est un imaginaire fantasmatique, mais comment ça a produit une histoire?
C'est une histoire, celle que nous vivons. C'est-à-dire la domination, c'est vrai qu'on ne va pas dire victime, mais il y a des victimes, des femmes en Afghanistan. Est-ce que alors en Arabie Saoudite, vous savez que la femme qui souhaite travailler, alors elle est du côté de la responsabilité. La femme qui veut travailler, elle a un bracelet électronique. Ça, c'est de l'histoire. On ne peut pas dire que ça ne soit pas de l'histoire. Ouais. Vous voyez? Donc, comment est-ce que cette phrase de Soyote sur la verge qui ne se plie jamais, quelque chose de absolument fantasmatique, comment est-ce qu'elle a produit toute une culture et une histoire? Je pense que nous sommes en train de débattre là, et c'est une partie quand même de la Méditerranée qui est extrêmement touchée par cette histoire. Les crimes d'honneur. Alors, je reviens vers quelque chose. Les crimes d'honneur. Les crimes d'honneur et la question du voile. Alors là, c'est vraiment... Parce que ce qui est intéressant, c'est que... Bon, j'ai participé l'année dernière à un congrès sur le féminicide. Et le féminicide, c'est vraiment... Ça vient du Mexique. Ce sont d'abord des anthropologues mexicaines qui parlent justement de la question de l'économie, à savoir le féminicide s'abat sur des femmes, on va dire, de couleur, donc pas blanches, conditions, on va dire... précaires, celles qui travaillent avec les dealers ou les femmes de ménage, etc. Et bien c'est là où il y a quelque chose vraiment d'extrêmement intéressant. Et je pense aussi qu'on parle de son lieu, c'est-à-dire je suis une femme arabe qui vit en Occident. Mais c'est intéressant aussi la question de la colonisation et la montée de l'islamisation. Même la France tombe dans le piège, parce que je suis arrivée en France, j'étais marocaine. À un moment donné, je suis devenue franco-marocaine. Quand le livre avec Adonis est sorti, Violence et Islam, le Canard enchaîné a écrit un débat, un livre d'entretien entre le poète syrien et une psychanalyste marocaine. Je suis redevenue marocaine, donc la question de l'identité aussi, comment est-ce qu'elle évolue dans ce contexte politique? Mais je reviens aux crimes d'honneur. Les crimes d'honneur, alors si on regarde les chiffres, 92% dans le monde, des crimes d'honneur, des féminicides se passent dans les pays musulmans. C'est énorme. Alors, on ne peut pas ignorer cette dimension-là. Si vous voulez l'universalité, ou comme disait Julia Kristeva, guerre et paix entre les sexes, on est tous pour. L'érotique, c'est une histoire de guerre. Roland Barthes le dit bien. Hein, vraiment, on va dire, pas érotique, c'est un combat. Mais ce n'est pas cette dimension-là. Là, il s'agit... aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, d'une véritable guerre contre les femmes. Et je pense que c'est ça ce qui est important. Comment se fait-il qu'en Europe, je ne parle pas en Afghanistan, Pakistan, qui battent vraiment tous les records du monde, 6000 crimes d'honneur par an, c'est énorme. Donc, mais en Europe, comment se fait-il qu'on commence à assister à une recrudescence des crimes d'honneur? Donc je pense, la question économique, bien sûr, ce sont des femmes qui produisent, ce sont des femmes qui travaillent, ce sont des femmes qui sont dans l'économie, dans la productivité, dans l'échange financier, etc. Mais en même temps, dès qu'il s'agit de ce qu'on appelle la morale sexuelle, alors là, il y a malaise dans la civilisation. Je pense qu'on est au cœur. Mais en même temps, pardon, je peux pas. Ouais, allez-y. Mais vous pourriez aussi... Mais dans le pardon, micro, oui. Excusez-moi. En même temps, vous pourriez rajouter la dimension que vous venez vous-même de souligner, à savoir qu'elle se retrouve en situation de rivalité avec les hommes. Donc, c'est pas seulement la question de la morale, c'est pas seulement la question du sexe, c'est la question de ce que l'émancipation produit, un certain nombre de choses qui sont politiques. Oui. Et ce qui est quand même vraiment très intéressant, mais négativement dans notre époque aujourd'hui, c'est que la rivalité est en acte. Oui. Elle a été fantasmée pendant 200 ans, oui. Et désormais, elle est en acte. Tout à fait. Donc, le féminicide va aussi avec ça. Donc, vous voyez, c'est pas que je ne veuille pas passer par les choses traditionnelles, de l'honneur, de la religion, etc., mais c'est qu'en apportant des concepts politiques, disons comme par exemple le consentement que je citais tout à l'heure, ou des choses comme ça, des concepts politiques autres que sexués, je traverse aussi cette question de la sexuation pour montrer en quoi
C'est un enjeu Iketnunk en ce moment même. Et sur l'exemple que vous venez de prendre, c'est clair que ce qui les obsède depuis, pour parler de la France par exemple, ce qui obsède les révolutionnaires au lendemain de la Révolution française, c'est ça. C'est la rivalité. Et pas seulement la rivalité politique de la citoyenneté, mais aussi la rivalité d'écrire de la poésie. C'est-à-dire d'être une artiste, c'est la même chose. Tout à fait. Donc là, on en est arrivé 200 ans plus tard avec l'idée que cette rivalité a pris quelques, pas toutes, mais quelques réalités concrètes et visibles. Ah oui, là, Alors Ouria, je vous laisse répondre, mais après on posera une question dans la salle, parce que votre débat est intéressant, mais voilà, qu'on ouvre un peu aussi le micro. Mais je veux simplement dire, vraiment pour compléter, mais en tant aussi que femme et en tant que psychanalyste, bien entendu, il s'agit de cette rivalité et c'est insupportable pour l'homme. Et donc, on va dire qu'il réactive l'angoisse de castration, là on est là-dedans, mais en même temps, il y a aussi quelque chose de l'ordre de si, alors là c'était vraiment les femmes qui commencent à conduire des voitures en Arabie Saoudite, etc. Si elle conduit, elle va voir son amant. C'est aussi la question de la jouissance sexuelle. Et là, vraiment, je vous ai apporté un poème, laissez-moi le lire. Un poème, s'il vous plaît, d'une femme de l'époque des Omeyyades, qui dit... C'est la question de la rivalité dans la jouissance sexuelle. Quel crime commet une bédouine tourmentée par la douleur d'un éloignement? La nuit, lorsqu'elle se rappelle l'eau de Udaïb, donc un endroit, et la fraîcheur de ses pierres, elle est prise de nostalgie. Elle a un gémissement à la tombée de la nuit et un autre lorsque l'aube scintille. Sans ces deux gémissements, folle elle deviendrait. Et ça, je pense, c'est vraiment ce qui menace l'homme, à savoir la rivalité, c'est-à-dire que l'émancipation dans le travail conduit à ça. Et c'est ça ce qu'il ne supporte pas. Et le partage des jouissances. Merci. Tout à fait. D'autres, monsieur Ça, c'est clair. au centre. Oui, bonjour. Donc, je voudrais parler d'une journaliste israélienne qui a sorti un livre qui s'appelle Ofra Yehushalit. Elle a sorti un livre qui s'appelle « Pourquoi un État juif n'est pas une bonne idée ». C'est un livre qui est sorti en France en 2018. Et donc, elle raconte le vécu, en fait, de la société israélienne et l'emprise de la religion dans la société israélienne et aussi dans les procédures juridiques israéliennes. Notamment, tous les gens qui sont obligés d'aller se marier à l'étranger, puisqu'ils ne veulent pas passer par le mariage des juifs orthodoxes. Donc je suis très étonnée ma frustration, c'est quand même qu'à cette table ronde, on se soit complètement focalisé sur les problèmes donc, de rapport entre les sexes dans l'islam. C'était vraiment le sujet majeur. Voilà. Or, il y a d'autres religions, d'autres sociétés autour de la Méditerranée, et puis il y a même une société au nord de la Méditerranée qui s'appelle la France, dans laquelle il y a aussi des problèmes concernant l'homosexualité, le machisme, la virilité, et aussi l'Église française aussi, qui n'est pas très claire sur ces sujets-là. Donc moi, ma frustration, c'est celle-là, c'est la focalisation exclusive sur l'islam. Merci. D'autres questions? Je vois strictement rien parce que... Excusez-moi, il n'y a pas de mariage civil en Israël? Non. Non. Il est Donc orthodoxe. il y en a beaucoup qui sont obligés d'aller à Chypre pour se marier. Madame, tout en haut. Moi, en fait, je voulais dire que je suis... Est-ce que vous pouvez parler plus fort dans le micro, s'il vous plaît? La dimension qui manquait, à mon avis, c'est la part de l'imaginaire dans tout ça, dont il a été fort peu question, en fait. Je voudrais savoir quelle est la part de l'imaginaire dans l'histoire des relations entre les sexes. Est-ce que quelqu'un se sent de répondre à ça? On en a parlé. Non, mais bien sûr, ce que je voudrais dire quand même Nadia Tazi. aux différentes réactions dans la salle, c'est que ce sont des questions extraordinairement compliquées, qui sont aujourd'hui passionnelles et qu'on ne peut pas en 10 minutes, sincèrement, en approcher même le quart. C'est-à-dire c'est extraordinairement sensible. Et donc, évidemment que la question économique, je réponds à Sophie Bessis, est fondamentale et même la plus décisive aujourd'hui. Hein.
Et puisque, voilà, on voit bien ce qui se passe avec le pétrole déjà, avec la question du wahhabisme, et avec l'héritage, oui, évidemment, qui est le débat à l'ordre du jour. De même, la question de la coutume, qui est fondamentale, et dont certains disent qu'elle est pire que l'islam, et que, évidemment, je pense par exemple aux Pashtuns en Afghanistan, où le système est encore 10 fois plus verrouillé et où l'islam représente une amélioration, hein. Mais on ne peut pas décemment, vraiment, aborder ces questions en si peu de temps. Voilà. Enfin, une partie en tout cas. Et alors, la question de l'imaginaire, évidemment, il y a la question centrale des fantasmes, et là, je voudrais plutôt... C'est notre ami psychanalyste qui devrait se prononcer. Mais dans l'histoire, je pense tout simplement, par exemple, aux Mille et une nuits, où il y a, d'entrée de jeu, on voit un despote qui est là, qui va assassiner chaque soir une vierge, et qui va être charmé par la langue, par le récit, et par le langage. Voilà, et à partir de là, il y a tout aussi un imaginaire qui passe par la poésie, qui va donner lieu à l'amour courtois, par exemple, qui trouve sa naissance au désert. Mais c'est vrai aussi que c'est essentiellement dans la littérature, et je noterai par exemple au passage que il y a la présence du transgenre est très marquée. Pratiquement chez tous les contemporains, vous aurez des travestis, des eunuques, des personnages comme ça qui rompent la séparation des sexes et l'homosocialité qu'elle représente. Et c'est aussi symptomatique. Parce que... Auria, et puis ensuite il y aura une question là. Mais vas-y, allez, y répondez. Parce que ce encore est toujours la chose sexuelle, comme disait Freud. Enfin, mais ça dépend comment est-ce qu'on l'écrit. Est-ce qu'on l'écrit de point de vue économique, sociologique, anthropologique, psychanalytique? Et c'est vrai que l'exemple de Nadia Tazi, vraiment, elle illustre très bien Les Mille et une nuits. C'est un texte, là, du coup, de l'universel, parce que en fait, c'est comme si l'entrée du texte, d'abord, est ça, c'est que veut-elle? Elle est la femme d'un monarque, elle a un palais, mais non, c'est pas ça ce qu'elle veut. Et c'est une question extrêmement psychanalytique. Que veut-elle, en fait? Elle n'a que faire de ce palais, de ce roi. Elle veut un esclave noir. Alors, est-ce qu'on n'est pas du côté du fantasme et de l'imaginaire? Et je trouve que c'est vraiment, si un texte a traversé comme ça les siècles, bien sûr, passant par les coupures, les censures à l'époque de Louis XIV, parce que c'était très osé. Donc, c'est vraiment l'Orient qui donne l'excès à l'Occident à l'époque. Donc, c'est vrai que c'est toujours la question, je reviens encore, est toujours la chose sexuelle. Et comment ça s'écrit, dans quel pays, selon la loi de l'universel, selon la loi du singulier? Je pense que ce sont vraiment des écritures de la chose sexuelle, je pense. Il y avait une question là à gauche. Oui, bien, écoutez, je trouvais très intéressant qu'on puisse se poser la question en débordant le confessionnel, peut-être pas en le quittant, mais en le débordant. Et je pensais à une notion qui est une notion universelle, qui est la notion que nous n'avons pas évoquée, qui est la question de la fragilité supposée de la femme. Et je vois par exemple à ce moment-là, on retrouverait ce que vous avez mis en lumière, Madame Fraisse, c'est-à-dire la question du consentement, c'est-à-dire la question de la discrimination et du sexisme et la question de la démocratie. Il semblerait que cette notion de fragilité est si tenace qu'elle a vraiment fait l'histoire. Elle a fait l'histoire de la démocratie, qu'on se souvienne le temps qu'il a fallu pour que les femmes s'inscrivent dans la politique et ne soient pas simplement un lieu d'influence. On se souvient quand même que les femmes se sont battues contre les nazis en France et se sont vues refuser quasiment leur inscription
dans la mémoire nationale. Ah si, on les a retrouvés, mais on a retrouvé la visibilité des femmes quand on les a tondues. C'est-à-dire, quand on a coupé ce fameux symbole sexuel qu'est la chevelure, si on avait dû tondre tous les hommes qui s'étaient compromis, il y aurait eu beaucoup de travail pour le... Voilà. Voilà. Alors j'aimerais bien qu'on essaye de revenir sur cette notion de fragilité qui est totalement transversale. Voilà. Merci. Peut-être je vais vous répondre en enlevant le mot fragilité, parce que je n'arriverai pas à l'utiliser tout simplement. En fait, notre modernité s'est construite sur ce que j'appelle la démocratie exclusive. C'est-à-dire, la démocratie c'est pour tous, mais pas vraiment. C'est pas la démocratie excluante, où vous êtes en dehors de la cité, comme dans l'Antiquité grecque. C'est ce que j'appelle la démocratie exclusive. Vous êtes là, mais en fait... non, vous n'avez pas les mêmes droits, vous ne pouvez pas faire les mêmes choses. Et ça rejoint, parce que c'est la question que vous posez aussi, la place qu'on va donner à ce que j'appelle responsabilité, culpabilité ou punissabilité. Qui on est? Je vais vous prendre un exemple simple et qui correspond à ce qu'on vient de faire cette semaine, c'est-à-dire la commémoration de l'armistice de 1918. En 1918, il y a une femme, Hélène Brion, qui a aujourd'hui une rue dans Paris, qui est pacifiste, qui est une institutrice féministe, etc., et qui va passer en conseil de guerre. Passer en conseil de guerre pour pacifisme. Et elle leur dit à ces hommes qu'elle a en face d'elle, mais vous me faites passer en conseil de guerre, mais je ne suis pas citoyenne. Alors, qu'est-ce que je fais là? C'est-à-dire, soit je suis dehors, soit je suis dedans. Mais donc, ce que vous appelez la fragilité, c'est cette espèce de situation contradictoire dans laquelle, et c'est pour ça que l'histoire peut effacer, effectivement, mettre en avant les femmes coupables, punissables peut-être, qui seraient les femmes tondues, mais en même temps ne pas leur donner la responsabilité historique. Et dans cette tension entre les différentes places qu'elles pourraient occuper, finalement, on ne sait pas où les mettre. Donc ça rejoindrait votre mot de fragilité. Et pour ma part, c'est plutôt comment on est à la fois dedans et dehors en même temps. Et ça, il y a toute une... Quand j'ai réédité le livre sur le consentement, j'ai repris ces refus de consentement. Louise Michel fait pareil face au tribunal au lendemain de la Commune. Elle dit, vous êtes un aéropage d'hommes, vous voulez me juger, mais attendez, à quel titre? Oui. Et toute cette idée comme ça de à quelle place se mettre. Et ça va rejoindre, puisque vous parlez de fragilité, la question des victimes par rapport au harcèlement aujourd'hui. Moi, ce qui me frappe beaucoup cet automne, aussi bien dans l'exemple de Jacqueline Sauvage que de l'affaire Tron qui vient d'avoir lieu, c'est que pour être une victime, il faut être 100% une victime. C'est-à-dire, vous êtes sans doute quelqu'un par terre, incapable de vous laver, de vous habiller, etc. Vous ne pouvez pas être un sujet actif à l'intérieur de la violence que vous subissez. Vous devez être une victime totale. Donc si vous n'êtes pas une victime totale, c'était le cas de Madame Sauvage dans ce cas, puisqu'elle avait une entreprise, elle ne pouvait pas être vraiment violentée par son mari pendant 40 ans. Et les femmes là, par rapport à Monsieur Tron, c'est pareil. Comme elles ont à la fois été dans cette situation de fragilité sur le plan de logement, de tout professionnel, etc. Et on peut pas, il faut, ce qui m'étonne beaucoup à cet automne, c'est que vous ne serez victime du viol ou du harcèlement que si vous êtes rien, pour employer un terme dans la bouche du président de la République. Mais si vous êtes un peu quelque chose, alors vous ne pouvez pas être une victime. Je trouve qu'il faut que nous réfléchissions aujourd'hui à cela. Donc c'est le deuxième point que je propose à ce que vous dites sur donc ce que j'appelle moi la démocratie exclusive, mais où je rejoindrais le mot effectivement fragilité de ce point de vue-là. Soyez 100% fragile, sinon vous n'êtes pas crédible. Alors, bonjour, je m'appelle Danielle. Donc, ce prénom, il est, on va dire, mixte. Donc, on va dire qu'en moi, j'ai une part de masculin et une part de féminin. Donc, ça, c'était certainement la volonté de mon père à ma naissance. Donc, je suis dans une famille où j'ai 2 frères. Avant, je disais aînés. Aujourd'hui, je dis plus âgés, puisque je ne les respecte plus, vu qu'ils ne me respectent pas.
Donc moi, je suis venue parce que dans le titre « Rencontre d'Averroès », je lis « Quelle relation entre les sexes d'hier à demain en Méditerranée ?» C'est la raison de ma présence ici. Je n'ai pas lu « Islamisme », je ne serais pas venue. Je n'ai pas lu « Religion », je ne serais pas venue. Je n'ai pas lu « Soumission », je ne serais pas venue. J'estime être une femme de 55 ans, citoyenne, française, émancipée, libre. Et pourtant, à 8 ans, j'ai été abusée par mon grand-oncle. Il ne m'a pas eue. Je suis là aujourd'hui. Je suis une mère de famille, d'accord, avec une seule fille. Je suis, je pense, née féministe. Ce salopard ne m'a pas eue. Et la testostérone qu'il a voulu déverser sur moi, aujourd'hui, c'est peut-être cette part de masculinité que j'ai en moi. Donc, j'attends ici qu'on nous dise pourquoi, dans ma famille, maman, je suis issue d'une famille judéo, je sais pas quoi là, parce que pour moi, ça veut plus rien dire. D'accord ? Pourquoi dans ma famille, mon frère aîné, quand maman faisait des boulettes, vous voyez ce que je veux dire, les boulettes avec du couscous, elle faisait 15 boulettes, puisque nous étions 5 à table, et que mon frère aîné se gavait de 9 avant le repas. Maman devait le savoir. Alors pourquoi c'est toujours comme ça? Pourquoi, quand j'appelle mes frères donc plus âgés, ils ne daignent pas répondre ni à mon téléphone, ni à un WhatsApp, ni à un texto, d'accord? Mais qu'il faut que j'aille faire une lettre recommandée, parce que je suis une fille, je vais vous dire pourquoi. Je crains que personne à cette tribune ne puisse répondre à vos questions. Non, je vais vous expliquer ce qui se passe. Le jour où j'ai arrêté d'être soumise, mes frères ne m'ont plus adressé la parole. Voilà. Alors, on va prendre d'autres questions là au milieu, parce que malheureusement, je pense que c'est là. Là, il y a des gens au milieu, là, mais il faudra donner les micros. Alors, ici, puis au milieu, si quelqu'un peut donner des micros. Non, simplement, s'il vous plaît, parce que ça fait un moment que j'attends, je voulais revenir sur les 1001 nuits, à propos justement du fait qu'il n'y a pas de péché originel dans l'islam, et au contraire, il y en a un dans le christianisme. Alors, vous avez dit, Madame la psychanalyste, que dans le théologique, les femmes étaient opprimées, soumises, etc., alors que dans les il y avait une inégalité flagrante, alors que dans les 1001 nuits, aussi bien les hommes que les femmes accédaient au plaisir, à la jouissance de manière égale. Mais c'est vrai que le début des 1001 nuits, peut-être bien que la femme, parce qu'elle est enfermée, va voir ailleurs un esclave noir, mais il y a le sultan qui est fou de jalousie et qui donc veut tuer, faire un féminicide, si on peut dire, dans son pays. Et à ce moment-là, Scheherazade, dont on dit qu'elle est savante, mais pas seulement savante, poète aussi, vient et va sauver les femmes en racontant des histoires. Je suis particulièrement l'oreille attentive parce que je suis conteuse et j'ai beaucoup lu les 1001 nuits. Elle va raconter de nuit et bien sûr vous connaissez l'histoire, le sultan voudra connaître la fin et donc prolongera encore d'un jour sa vie. Mais Madame, cette parole, non mais juste, je voulais dire... J'ai entendu dire que vous étiez conteuse, mais juste voilà, si vous pouviez arriver à la question. Voilà, non, c'est pas une question, c'est... je voulais dire simplement que cette parole prisonnière est la parole de la femme et la parole de la nuit, et donc en cela peut-être que les 1001 nuits pour les femmes touchent à l'universalité. Oui. C'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit c'est un texte qui a traversé les siècles. Bien sûr. Et les frontières. Oui, tout à fait, vraiment. C'est un texte qui appartient à l'universel. Il y avait 2-3 bras qui s'étaient levés là dans la rangée centrale. J'aimerais bien qu'on donne ça, sachant qu'on doit bientôt
libérer la salle, mais que les questions pourraient se continuer à la table de la librairie qui est dans l'entrée du théâtre. Monsieur. Il faut que je m'y remette. Merci beaucoup. J'ai une question dont je ne sais pas si je vais la comprendre. Je vous la pose quand même. Vous êtes un public difficile, hein, là. J'ai beaucoup entendu parler de religion. J'appartiens à une société laïque. J'ai pas entendu beaucoup parler de société laïque. Ah oui, oui. La question est la suivante. Nous avons trois mots dont je pense qu'ils sont porteurs de concepts de vie en commun, qui sont liberté, égalité, fraternité. Quand on posait à Albert Jacquard la question « Qu'est-ce que c'est pour vous la fraternité ?», il avait répondu « C'est la capacité de rencontrer l'autre ». Je suis optimiste. Je pense que nous allons vers une société qui va vers cette capacité-là. Et quand je vois la question « Quelle relation entre les sexes ?», j'y mets tous les sexes, même si c'est des relations entre sexes de même nature. Mais nous devons apprendre dans cette société laïque à nous rencontrer, à rencontrer l'autre. J'espère qu'il va y avoir un mouvement vers ça. Merci. Merci. Autre remarque ? Oui, Madame. Bonjour. Moi, j'ai juste une question très concrète. Je voulais m'adresser à Madame Fraisse pour lui demander les références du livre sur les femmes de Berlin et par là même poser une question sur quelles sont les relations les relations hommes-femmes dans toute la partie de l'Europe de l'Est, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec une danseuse du Bolchoï, non pas russe, mais française, expatriée à Saint-Pétersbourg. Elle m'a notamment parlé de la violence par rapport à la violence contre les homosexuels dans toute la Russie. Une constatation qui m'a été confirmée par une amie russe. C'est confirmé par tout le monde. Donc, effectivement, on s'éloigne de la Méditerranée, mais tout de même, sachant qu'il y a une grosse communauté musulmane aussi en Russie. Voilà, ma question était surtout les références de ce bouquin sur les... Je vous la donne la référence tout de suite. Ce livre s'appelle, et il est désormais en poche, mais je ne sais plus chez quel éditeur, s'appelle tout simplement « Une femme à Berlin ». Il est introduit par Hans Magnus Enzensberger. En un mot, ce livre, c'est le journal qu'a tenu une femme, qui par ailleurs était une femme journaliste, donc une intellectuelle, qui s'est trouvée à Berlin au moment où les troupes russes arrivent, et où il va y avoir un viol organisé. Et elle raconte au jour le jour comment elles vont survivre tout en étant violées. Et c'est là où la question de la victime, comment elle sépare, j'en parle dans l'épilogue du consentement, comment elle sépare son corps de sa tête pour pouvoir survivre à cela. C'est un livre qui est littérairement, et c'est pas seulement un document, c'est un livre littéraire, hein, tellement il est écrit de façon stupéfiante. Il a donc été édité, elle a eu beaucoup de mal à vouloir le faire éditer au début des années 50, puis il a été réédité au début des années 2000. Je vous le conseille vivement pour toutes ses qualités à la fois littéraires, historiques et politiques. Et en même temps, ce qui se passe effectivement, c'est quand son homme rentre de la guerre et qu'elle lui montre le journal, évidemment, il s'en va. Une dernière question, madame, au centre, avec le micro. Ça marche pas. Si, ça y est. Est-ce que ça ne serait pas une bonne idée de revenir à la question basique, il me semble, de la jouissance sexuelle, disons, de l'homme, pour la reproduction simplement, et pour la continuité de l'humanité, c'est tout. Tu m'as compris. Sur la question de la jouissance sexuelle de l'homme. C'est pas une question. Mais la question qu'on a suggérée toutes les deux avec ma voisine, c'est que le problème, c'est qu'il y ait les deux jouissances. Par exemple, le poète de la fin du XVIIIe siècle, qui dit à la poétesse Constance de Salm, le poète il s'appelle Écouchard Lebrun, je raconte ça dans Muse de la Raison, il dit « Inspirez mais n'écrivez pas ». Pourquoi ? Elle répond « Mais attendez, moi je veux le partager, mais moi je veux jouir comme vous ». C'est écrit noir sur blanc. C'est ça la question. La question de la rivalité, c'est la question de la jouissance. C'est pas la question seulement de jouer à qui est le plus fort. Hein. C'est la question de partage des jouissances. Et c'est ce qu'on voit aussi en haut des espaces politiques. Et c'est pour ça que c'est... Moi, au moins, c'est plus clair dans le monde politique que dans le monde intellectuel, puisque moi, je suis un peu tirésiaste, puisque j'ai fait 7 années de vie politique, dans mon genre. Je peux vous dire que c'est pire dans le monde intellectuel que dans le monde politique. C'est conceptualisé comme étant la question
précisément de la jouissance, que ça soit la jouissance du pouvoir ou que ça soit la jouissance de la création artistique. De toute façon, cette jouissance-là ne doit pas être partagée. On va clore cette discussion sur ces paroles, en dépit de ce qui n'a pas été abordé, des frustrations que ça a pu engendrer, mais les frustrations font partie des relations entre les sexes. Merci beaucoup aux 4 invités. Vous pouvez retrouver et nos invités et leurs ouvrages à la table de la librairie dans l'accueil du théâtre. Et à 15h, les rencontres d'Averroès se poursuivent avec une rencontre animée sur la façon dont les pratiques, les luttes et les revendications transforment à leur tour ces relations entre les sexes en Méditerranée. Merci beaucoup. Bon, après, il faut jouer.